Antenne 2, 20h, le journal de la rédaction, Henri Sagnier. Bonsoir. Émotion à Mauthausen, en Autriche. Témoignage devant une prison dans la région parisienne. Interview exclusive sur fond de scandale à la Bourse de Paris. Ce sont les temps forts du journal. En voici tout de suite le sommaire. Le trou de plus de 500 millions de francs dans les comptes de la Société française de bourse, un gestionnaire désigné comme coupable s'explique sur Antenne 2. Jean-Paul II au camp de concentration de Mauthausen en Autriche, hommage aux victimes du nazisme en l'absence du président Waldheim et appel à ne pas oublier trop vite l'enfer. Sécheresse record aux États-Unis, agriculture sinistrée dans au moins 30 États, les céréaliers et surtout les éleveurs durement frappés. Dialogue et témoignage au petit matin devant la prison de Fresnes dans la région parisienne. C'est l'image que nous avons choisi de vous présenter en ouverture du journal. Au lendemain de la grâce présidentielle et après le vote du projet d'amnistie, 4500 détenus, vous le savez, vont sortir progressivement de prison. Il n'y aura pas de sortie massive car les autorités veillent à l'accueil et surtout à la réinsertion des détenus. Pour certains, c'était aujourd'hui déjà le jour J. L'image que vous allez voir est synonyme de liberté, mais aussi d'interrogation. Reportage Hervé Brusini, Bernie Mériot pour les images. L'air libre, depuis hier ils ne pensent qu'à ça. Tous condamnés à de courtes peines, les voilà touchés par la grâce présidentielle, soit 15 à 20 jours de moins derrière les barreaux. Une question pourtant trotte dans la tête de Béchir, Louis et Jacques. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a la rue, on va dehors, on respire dehors, mais on s'en va. Voilà. Alors je me trouve dans la rue comme ça, sans argent, sans personne. Est-ce que vous savez s'il y a des lieux? Est-ce qu'on vous a tenu informé pour vous dire vous pouvez aller là ou là? Non, non. Ils m'ont donné un papier ce matin, mais je n'ai pas encore lu. Ah, on vous a donné un papier? Oui. Vous pouvez nous le montrer là? Oui. Donc, vous êtes libéré de prison, vous n'avez pas de domicile, vous n'avez pas d'emploi. Oui. Ah, ben voilà, donc c'est là qu'on vous dit quand même où il faut aller. Ils m'ont donné ça, on m'a pas dit. C'est les adresses des... Ah, on vous a pas dit ce que c'était que ce papier? Non, ils donnent ça comme ça. C'est les autres qui me l'ont relis. D'accord. En plus, j'ai pas de lunettes pour mieux lire. Ouais, si Tommy ne sait pas, faut lui expliquer, faut lui dire voilà, faut que tu peux aller là et tout, parce qu'en vrai, on ne comprend pas trop ce qui est écrit. Hein. De toute façon, c'est des trucs que bon, on va se retrouver déjà devant des juges, devant des procureurs, des trucs comme ça. Déjà, moi, ça m'est arrivé, il m'a regardé comme ça, il m'a dit mais il va retourner en prison celui-là. De toute façon, c'est des trucs comme ça. Alors, si c'est pour se sentir mal, c'est pas la peine. Les procureurs, les juges, à quoi bon? Quand on est un ancien prisonnier, seul dans une ville inconnue, avec 100 francs en poche, on y va au service d'accueil, ou plutôt au SRAIOSP. Derrière ce nom barbare, une initiative sans précédent. Ici, l'ex-détenu est pris en charge par tous les services concernés, réunis en un lieu unique. C'est la mise en commun des énergies, des réflexions, pour, pendant cette période spécifique, d'éviter à tout prix, si l'on peut dire, la récidive. Mobilisation générale donc pour que les ex-prisonniers bénéficient de leurs droits sociaux et de quoi se loger. Aucune somme en espèces n'est remise, seulement des tickets restaurants ou un billet de métro. Une difficulté majeure, leur trouver un emploi. Les patrons, tous les industriels, etc., qui pourraient avoir ne serait-ce que des idées, je veux dire, sur la question, je veux dire, ou des renseignements, je veux dire, nous leur lançons un appel pour qu'ils puissent nous joindre et nous proposer des solutions, ou venir en débattre avec nous s'ils le souhaitent. Pour Béchir, l'affaire semble réglée. À présent, il déguste ce qu'il appelle le sandwich de la liberté. Jacques, lui, a préféré retrouver son ami. La semaine prochaine, c'est juré, il ira voir son éducatrice. La première des choses actuellement, c'est que je suis sorti de prison, j'ai besoin d'oxygène. J'ai besoin de me remettre un peu en place et surtout besoin qu'on m'aide. Voilà, sachez encore que les anciens détenus ne touchent aucune somme d'argent à la sortie de prison. On l'a vu aujourd'hui, l'aide leur est fournie simplement par le centre d'accueil, dont je vous rappelle d'ailleurs les coordonnées, les voici, 414 rue Ferrus, Paris 14e. Le numéro de téléphone, c'est le 45 88 93 93.
Jean-Paul II en Autriche. Au-delà des controverses, c'est l'image de l'émotion qui s'impose ce soir. Après avoir évoqué la grande épreuve et la tyrannie subie par l'Autriche sous le nazisme il y a quelques années, le souverain pontife s'est rendu tout à l'heure au camp de Mauthausen. Jean-Paul II était seul, sans Kurt Waldheim. Jean-Marc Ilouz. Seul, pour aller se recueillir au camp de concentration nazi de Mauthausen, le Vatican avait fait savoir que le pape serait seul. En clair, mais sans le dire explicitement comme l'aurait souhaité la communauté juive autrichienne, le pape n'était pas comme hier ici, accompagné du président autrichien Kurt Waldheim. Kurt Waldheim, interdit de séjour aux États-Unis en raison de l'ambiguïté de son rôle d'ancien officier de renseignement dans une unité allemande coupable d'atrocités dans les Balkans. Avant cet hommage aux 110 000 victimes juives, tziganes et polonaises du nazisme, le pape avait rencontré la communauté juive de Vienne et prêché pour une dignité égale pour les peuples juifs et palestiniens. Ce matin, lors d'une messe en plein air, c'est au monde communiste tout proche que s'était adressé Jean-Paul II, une mise en garde, je cite, aux hommes qui croient pouvoir se passer de Dieu. Près de 100 000 pèlerins avaient franchi les frontières de Tchécoslovaquie ou de Hongrie pour approcher le souverain pontife, un homme qu'ils ne voient pas chez eux à la télévision. Au-delà d'un grand moment d'émotion, arrêtons-nous quelques instants à Mauthausen, un camp qui est situé sur le Danube, au nord-est de l'Autriche. Mauthausen, c'était l'image de l'horreur au quotidien, tour à tour camp de travail et camp d'extermination. Reportage de Philippe Rochaud. 1 million de visiteurs ont franchi les portes du camp de Mauthausen depuis la fin de la guerre. Mais si Jean-Paul II a voulu visiter ces baraquements où 200 000 hommes attendaient chaque jour le rendez-vous de la mort, c'est pour rendre hommage à Marcel Callot, missionnaire français né à Rennes, qui a vécu là le martyre des déportés pendant 2 ans et qui vient d'être béatifié. Sa foi de jeune militant des jeunesses ouvrières chrétiennes lui a permis de survivre dans les conditions de travail les plus dures, dans les usines d'armement de Gusen, à côté du camp de Mauthausen. Dans le camp de Gusen, c'était la vie très dure. Dans le camp de Gusen, la vie était plus dure qu'ici, à Mauthausen, nous dit Garcia Manuel, qui a passé 4 ans ici. Pourtant, Marcel Callot priait et organisait des messes clandestines. À Gusen, on mourait plus que dans le camp de Mauthausen et 60% des morts venaient de ce camp de travail. 50-60% c'était mort au camp de Gusen. Marcel Callot est donc mort ici, aux côtés des 110 000 victimes du travail forcé qui ont péri dans la carrière de Mauthausen, écrasés sous les blocs qu'ils n'ont pas pu remonter, battus à mort par les gardiens ou précipités du haut de la falaise. 30 000 Polonais ont également trouvé la mort à Mauthausen. C'était aussi pour leur rendre hommage que Jean-Paul II a voulu venir ici. Par simple respect pour ceux qui sont tombés, le pape aura donc franchi sans le président autrichien Kurt Waldheim les portes de Mauthausen. Au Palais Bourbon, après l'élection sans grande surprise de Laurent Fabius hier à la présidence de l'Assemblée nationale, c'était aujourd'hui l'élection du bureau. Un bureau qui est composé de 6 vice-présidents, 3 questeurs et 12 secrétaires. Là encore, pas de grosse surprise. Il faut dire que dès ce matin, les présidents des 4 groupes politiques étaient parvenus à un accord. La prochaine étape, plus difficile sans doute, sera l'élection des présidents de commission. Pascal Guimier. La façade consensuelle ébauchée hier aura tenu 5 minutes. 5 minutes de séance publique, le temps d'annoncer que le bureau de l'Assemblée était constitué avec l'assentiment de tous les groupes. C'est ensuite, hors hémicycle, que tout s'est rapidement gâté. Les socialistes avaient décidé de laisser 2 présidences de commission à l'opposition, une pour l'UDF, l'autre pour les centristes. Tout se serait donc passé dans le meilleur des mondes politiques possibles si aujourd'hui le RPR n'avait rué dans les brancards. Résolus à jouer les opposants durs et purs, les gaullistes refusent tout ce qui pourrait ressembler, de près ou de loin, à une entente entre la gauche et le centre, une grosse pierre dans le jardin UDF. Les présidences de commission qui sont octroyées aujourd'hui sous forme d'obol par le Parti socialiste risquent dans très peu de temps de se retourner contre ceux qui les auraient acceptées. Imaginez la position d'un président de commission qui aurait été élu dans ces conditions aujourd'hui et qui demain se trouverait en minorité au sein de sa commission. Le RPR demande donc à ses alliés de présenter des candidats communs pour toutes les présidences de commission. Les socialistes, eux, s'en lavent les mains, que la droite règle ses différends en famille. L'offre centriste, elle, tient toujours. Nous laissons le groupe RPR maître de son analyse, nous maintenons nos positions, elles ont été acceptées, nous les mettrons en œuvre, c'est pour nous un contrat de bon comportement que nous avons engagé. Ce soir, la balle est donc dans le camp de l'UDF. L'élection des présidents de commission aura lieu mardi prochain, la journée s'annonce mouvementée.
Oui, et de sources autorisées. J'ajoute que l'on apprend ce soir que le deuxième gouvernement de Michel Rocard devrait être formé mardi soir et se réunir mercredi matin à 10h au Palais de l'Élysée autour du chef de l'État, François Mitterrand. On indique cependant, la précision est importante, que la formation du nouveau gouvernement pourrait être retardée si le Conseil européen d'Hanovre en RFA, auquel participe le chef de l'État, se prolongeait mardi soir un peu plus tard que prévu. La politique en bref, 15 jours après les élections législatives, le journal officiel publie aujourd'hui la liste des recours auprès du Conseil constitutionnel. 20 recours officiellement, certains départements sont particulièrement concernés. On note 3 recours dans les Hauts-de-Seine, 2 recours dans le Nord, idem pour Paris et la Seine-Maritime. À Marseille, où l'on pense déjà, semble-t-il, beaucoup aux élections municipales, on ne sait toujours pas qui, de Michel Pezet ou de Robert Vigouroux, le maire actuel, défendra l'an prochain les couleurs socialistes. La mission de conciliation, tentée ce matin par Louis Mermaz et Pierre Mauroy, s'est soldée par un échec. A priori, ce sont les militants qui trancheront sur le terrain cette fois. Des précisions sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Partisans et adversaires de l'indépendance ont participé hier à une première réunion de travail à l'hôtel Matignon. Les 2 délégations se retrouveront mardi prochain. Pour l'instant, on a tout juste dépassé les échanges de politesse, c'est le cas de le dire. Dès la semaine prochaine, le gouvernement devrait soumettre à ses interlocuteurs un schéma de propositions dont voici les grandes lignes. Dominique Thiers. En lui-même, l'intitulé de ce texte illustre la méthode Rocard. 9 points qui ouvrent la discussion sans pour autant en définir trop précisément les contours. Le gouvernement propose aux 2 délégations un calendrier sur 10 ans. Pour les prochains 12 mois, le territoire serait géré directement par Paris. Parallèlement, un statut transitoire serait en vigueur jusqu'en 1998. Un scrutin d'autodétermination fixerait à l'issue de ces 10 ans l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et tous les Français seraient appelés à se prononcer sur ce schéma par référendum. D'une certaine manière, ce texte a plongé l'ensemble des délégations dans la perplexité. Pour Jean-Marie Djibaou, l'acceptation d'un tel calendrier semble difficile. Les indépendantistes souhaitent que la France s'engage clairement sur le droit du peuple kanak à revendiquer l'indépendance, sur les conditions pour y parvenir d'ici 5 ans. 2 points essentiels, soigneusement évités par le texte des propositions. Aucun commentaire de Jacques Lafleur, mais tout laisse croire qu'il accueillerait avec satisfaction le délai de 10 ans pour le scrutin d'autodétermination. En revanche, il pourrait s'interroger sur le silence entourant la composition du corps électoral, la question clé du dossier calédonien, qui pourra participer à la consultation. Il y a quelques semaines, souvenez-vous, nous en parlions dans ce journal de 20h, la bourse était secouée par un scandale. On apprenait officiellement que la chambre syndicale des agents de change, ou l'ex-chambre des agents de change, avait perdu 500 millions de francs sur le MATIF, qui est le marché à terme des instruments financiers. Très vite, les soupçons se portaient sur un gestionnaire de la chambre syndicale. L'homme, qui pour l'instant avait fait preuve d'une très grande discrétion, a finalement accepté de parler sur Antenne 2. Reportage, Jean-Pierre Métivet. C'est le plus gros scandale boursier. Ce jour-là, Xavier Dupont, le président de la Société des bourses françaises, l'ancienne compagnie des agents de change, va démissionner. Il vient de reconnaître une perte de 500 millions de francs sur le MATIF, l'un des marchés les plus spéculatifs. Pire, cet argent perdu, c'est le fonds de garantie de la profession, une sorte d'assurance pour indemniser les épargnants en cas de faillite d'un professionnel. Thèse officielle, ces 500 millions de francs ont été perdus en plein krach boursier, fin 1987. Le responsable serait un ancien collaborateur licencié, début 88. L'homme qui porte ainsi le chapeau, le voici. C'est lui qui gérait les fonds du syndicat des agents de change. Aujourd'hui, il parle, mais contredit la thèse officielle sur le montant et les conditions de cette perte. Quel était le montant des fonds que vous aviez à gérer? 2 milliards de francs. Et est-ce qu'on vous a dit qu'il s'agissait du fonds de garantie? À aucun moment, cette précision ne m'a été apportée. Et si vous l'aviez su qu'il s'agissait du fonds de garantie, vous l'auriez géré d'une autre façon? Il est inévitable que, le sachant, un surcroît de prudence aurait été de mise. Lorsque vous êtes parti, le montant des pertes s'élevait à combien? 170 millions de francs. Alors les 330 millions qui manquent pour aboutir à la perte totale de 500 millions de francs, d'où viennent-ils? Je n'ai malheureusement aucune raison de savoir ce que ça représente, puisque je n'ai plus été responsable de la gestion qui a été faite après mon départ, et donc je ne peux pas savoir ce qui a été fait. Par quelle charge passait l'essentiel des ordres? Les ordres passaient principalement par 2 charges, dont, comme il semblait être d'usage, par la charge du syndic, de l'ex-syndic,
sévère par la charge de M. Dupont. Tout à fait, oui. Aujourd'hui, on apprend que la somme perdue par la Société des bourses françaises approcherait plutôt les 650 millions de francs. Du coup, qui les a perdus? À quel moment? Et pourquoi avoir gardé le silence aussi longtemps? La COB, le gendarme de la bourse, décortique actuellement les comptes et pourra peut-être éclaircir tous ces points. Plus 0,8% de chômeurs le mois dernier, en mai 88, soit 2 558 800 chômeurs. Un mauvais chiffre qui dépasse, vous l'avez compris, les prévisions les plus pessimistes. Peut-on avancer quelques explications, Gérard Leclerc? Écoutez, 20 000 demandeurs de plus en un mois, c'est la plus forte hausse depuis mars 87. Michel Rocard avait annoncé dans ses premières déclarations cette brutale détérioration qui rappelle celle de 1983 et de 1986. Ce n'est donc pas une surprise, mais ce n'est pas non plus une consolation. L'explication, c'est pour l'essentiel un tarissement des stages organisés par le précédent gouvernement pour les jeunes de 16 à 25 ans et les chômeurs de longue durée. Il y a eu le mois dernier 20 000 sorties de stages de plus qu'il n'y a eu d'entrée. Et la tendance va se poursuivre du fait des vacances, notamment jusqu'en août, où les statistiques de l'emploi auront enregistré quasi mécaniquement 150 000 demandeurs d'emploi supplémentaires. Ce n'est qu'à partir de septembre que le gouvernement espère enrayer ce flux montant avec l'ouverture de 250 000 places dans les centres de formation. Voilà en tout cas une nouvelle démonstration que sans la béquille du traitement social, l'économie française ne crée pas suffisamment d'emplois. Une situation d'autant plus préoccupante qu'en Grande-Bretagne, le chômage baisse de façon continue depuis 2 ans et qu'aux États-Unis, il ne touche plus que 5% de la population contre plus de 10% chez nous. Merci Gérard. Les États-Unis, parlons-en. Les États-Unis victimes de la sécheresse. Jour après jour, la situation se dégrade. Aujourd'hui, une trentaine d'États, peut-être 40, seraient au bord de l'asphyxie. Dans le Middle West, 10% des récoltes de maïs sont perdues. Des troupeaux entiers sont conduits à l'abattoir. À la bourse des produits agricoles de Chicago, les prix sont en hausse de près de 20 à 25%. Bref, le scénario traditionnel et classique des raisins de la colère refait surface avec en toile de fond des images de poussière et une terre synonyme de désolation. Enquête de Jacques Abouchard et Joe Thomas pour les images. Les habitants de Clyde, bourgade agricole de l'Ohio, se sont d'abord réfugiés dans la prière. Réunis autour de leur prêtre, ils ont imploré le ciel, mais n'ont pas été entendus. Pas le moindre nuage à l'horizon après 6 semaines sans pluie. Alors ils ont fait appel au grand sorcier indien Crow Dog, chien qui aboie. Il garantissait le succès de l'opération, moyennant $2000. Crow Dog et ses assistants ont multiplié les chants, les danses et les incantations aux divinités. Mais le soleil a continué de les narguer, la terre s'est encore un peu plus craquelée et les maigres plants de maïs sont menacés de destruction totale s'il ne pleut pas d'ici le 1er juillet. Tout le Midwest, constitué des grandes plaines à blé et de la ceinture de maïs, vit dans la même peur. Bill Buchold, un arboriculteur de 48 ans, affirme n'avoir jamais connu pareille situation. La sécheresse a commencé il y a 18 mois. L'année passée, l'été, l'automne, pas de pluie, en hiver, pas de neige. Depuis janvier, une manque de plus de 20 cm de pluie. C'est brûlé, maintenant. Regardez l'herbe. Dans le sillage de son tracteur, le Roy Birkin soulève un nuage de poussière, rien de plus. Il possède 300 hectares, dont la moitié plantée en soja. Il a ensemencé ses champs aux alentours du 15 mai. 6 semaines plus tard, dit-il, les graines sont dures comme des cailloux. Il n'y a pas eu germination. Au mieux, le Roy Birkin sauvera le tiers de sa récolte. Les plantes fourragères destinées à l'alimentation du bétail sont les plus touchées par la pénurie d'eau. Prenons l'exemple du soja dont voici un champ. En cette période de l'année, la terre devrait disparaître sous un tapis de verdure. On est loin du compte. La situation est à ce point critique que le ministre de l'Agriculture évoque le risque d'un désastre national. Pour le sorcier indien et son équipe qui se livrent à une séance de purification, rien n'est perdu. Recueillement, méditation, imposition des mains, Crow Dog est convaincu que ses efforts ne resteront pas vains. D'ailleurs, quelques gouttes d'eau sont tombées au 4e jour des prières. Salué par ce commentaire désabusé d'un fermier, il ne reste plus au bon Dieu que ses yeux pour pleurer. Les télégrammes d'actualité avec Isabelle Stess. Ensuite, nous vous expliquerons comment la police française vient de démanteler un réseau de voleurs d'antiquités. Vif
Tension en Cisjordanie, un colon israélien a été grièvement blessé à coups de poignard aujourd'hui à Hébron. L'agression a provoqué la colère de la population. Autre incident à Naplouse, un autre colon israélien attaqué cette fois-ci à coups de pierre a riposté par balle. 6 Palestiniens ont été blessés. La grève s'étend en Yougoslavie. Après les mineurs et les ouvriers du textile, les employés de l'automobile ont cessé le travail à Maribor pour protester contre la politique d'austérité du gouvernement. Fait exceptionnel, près de 5000 personnes ont manifesté hier dans les rues. À Amiens, le petit Raphaël retrouve la vue. On l'a découvert ce matin lors d'un examen ophtalmologique. Le garçonnet de 3 ans était devenu aveugle fin avril à la suite d'une opération du prépuce. Il aurait été victime d'un choc post-opératoire et non pas d'une erreur médicale. Jean-Paul Kaufmann lance un appel en faveur de la libération des otages du Silco. 3 enfants et 6 adultes détenus depuis plus de 7 mois par le groupe palestinien Abou Nidal. C'est la première fois que des enfants sont victimes du terrorisme. Pourquoi ce silence, a déclaré le journaliste. Sans doute l'une des plus belles prises jamais réalisées en France. Les policiers viennent de mettre la main sur un receleur qui avait entreposé, tenez-vous bien, près de 1500 objets d'art et autres antiquités. L'affaire dépasse et de loin le cadre de la région parisienne. Isabelle Bechler. Un ancien brocanteur est sous les verrous pour recel, pour la bagatelle de 1500 objets d'art et d'antiquités retrouvés à Saint-Ouen et dans un dépôt du département de l'Ain. Un volume de 140 mètres cubes, le produit d'une 50aine de cambriolages au bas mot. Des objets qui peuvent provenir de vols effectués un peu partout en France et qui étaient destinés à l'exportation vers l'Europe du Nord et vers l'Italie. Pas de tableaux de maître, pas beaucoup de pièces extrêmement rares, mais tout de même de beaux bronzes, des faïences de prix et une commode boule estimée à 400 000 francs, entre autres. C'est un travail classique de police judiciaire. Nous sommes partis d'un certain nombre d'informations que nous avons recoupées. Et à l'issue de plusieurs mois de surveillance, de filature, nous avons réussi à identifier un certain nombre de lieux où étaient cachés ces objets. Il y avait un receleur et plusieurs cavernes d'Ali Baba. Si vous reconnaissez l'un de ces objets, sachez que vous pourrez en consulter les photographies au siège de l'Office central de répression du vol d'œuvres d'art à Paris. Le rendez-vous avec votre pendule adorée passe par le 42 68 0303, poste 4006. Voilà, j'espère que vous avez bien noté les numéros, ça peut servir. Une information qui risque de faire du bruit dans les heures qui viennent. On vient d'apprendre que plusieurs sociétés importantes, dont Bouygues, Flodor et le GAN, seraient impliquées, il faut parler pour l'instant au conditionnel, dans le trafic de fausses factures qui servaient à couvrir les services d'un réseau de call girls. C'est tout ce que l'on sait ce soir. Peut-être d'autres précisions dans le dernier journal aux alentours de 22h50. L'un des événements sportifs de l'année, c'est demain après-midi sur Antenne 2. À partir de 15h30, vous pourrez suivre la finale de l'Eurofoot 88 entre l'URSS et les Pays-Bas. Les deux équipes finalistes ont commencé, vous le savez, assez timidement le championnat d'Europe, mais elles terminent en bolide. Qui va gagner? Difficile à dire. D'un côté, il y a le brio des Hollandais, un football spectacle. De l'autre, un football exceptionnel, avec des joueurs d'exception que l'on verra bientôt chez nous, mais oui en France. Analyse de Jean Mamère. Si l'Europe réussit à Dassaïev, elle sourit au défenseur soviétique Kidiatouline. Il a tapé dans l'œil de dirigeants français et sera le premier joueur soviétique en exercice à évoluer dans un championnat hors de son pays. Cela ne fait pas sourire l'entraîneur Lobanovski, qui compte bien sur lui pour la finale de demain après-midi. Il est l'homme de base, celui qui tire les coups francs. Il est celui qui donne confiance à ses partenaires, l'homme clé de la défense et de la relance de son équipe. Kidiatouline, c'est peut-être l'homme de la 3e ouverture soviétique en Europe. Lui, c'est Erwin Koeman, champion d'Europe avec le club de Malines. L'autre, c'est Ronald Koeman, son frère, champion d'Europe avec le PSV Eindhoven. Erwin Koeman, c'est l'attaquant de pointe de l'équipe de Hollande, meilleur buteur et de loin du championnat national. Ronald Koeman, à l'opposé, le stopper de l'équipe de Hollande, un organisateur qui ne rechigne pas à tenter de conclure. Longtemps fâché, l'équipe de Hollande a rapproché les deux frères. Un 3e titre européen, celui du championnat, pourrait bien cette fois les réunir définitivement. Le tennis, voici en vrac les principaux résultats de Wimbledon. Aujourd'hui, qualification pour Steffi Graf, c'est pas une surprise. Dana Mandikova et Pascal Paradis chez les hommes. Victoire de Boris Becker, de Pat Cash et d'Henri Lecomte, que voici. Lecomte a battu le Sud-Africain Mohar en 4-7. Vous l'avez compris, Henri Lecomte n'a pas encore trouvé son meilleur rythme, d'autant que le joueur sud-africain n'est que le 158e joueur mondial.
Ray Charles, de retour à Paris dans quelques jours. Le 30 juin prochain, Ray Charles fera l'ouverture du Festival de Paris au Palais des Sports. D'autres grands noms seront également à l'affiche, comme Miles Davis ou encore Herbie Hancock. Ray Charles demeure un véritable mythe pour les amateurs de jazz, témoin sa prestation hier soir lors d'une soirée tout à fait privée à laquelle assistaient Yoba Grégoire et Jean-François Kaufmann. Notre idole des années 60, toujours top niveau, Ray Charles, 63 ans, a une sacrée pêche. Il swing, chante et décolle toujours autant. Tenez, découvrez le bas, il vaut bien le haut. Pourquoi je reste le numéro 1 depuis si longtemps? C'est parce que je suis sincère, je ne joue pas sur scène. Quand je bouge, ce n'est pas pour le spectacle, je fais ce que je sens. Si je bouge, c'est par rapport à la musique. Et pour la nostalgie, pour le souvenir et pour nous faire plaisir, ces blues sur lesquels beaucoup d'entre nous avons dansé. Voilà, dans quelques instants, la météo, le bulletin avec José Blanc-Lapierre vers 22h55, le tout dernier journal présenté par Aubry Edler. Samedi 13h20, n'oubliez pas l'assiette anglaise de Bernard Rapp. Pendant le week-end, vous retrouverez Daniel Bilalian et Philippe Gassot. Bonsoir, merci de votre fidélité. À partir de lundi, c'est Hervé Claude qui vous tiendra compagnie. Je vous retrouve pour ma part début juillet. Bonsoir, excellente soirée sur Antenne 2.